Classique vs baroque. Après avoir analysé l'œuvre du Bernin, l'Extase de Sainte Thérèse, j'aimerais revenir sur la différence entre ces deux termes, classique et baroque. Commençons par observer ces deux œuvres. Nicolas Poussin, Et in Arcadia ego, et Caravage, Le martyre de Saint Matthieu. Nous voyons bien que ces deux œuvres sont très différentes, tant dans les formes, les couleurs, le décor. Et nous allons essayer de voir comment leurs différences vont au-delà d'une simple ligne formelle. Nous sommes au XVIIe siècle. L'Italie et la France vont se livrer à une bataille de style dont nous subissons encore aujourd'hui des influences. En France, l'art est dominé par le classicisme, héritier de l'Antiquité gréco-romaine et qui voit le jour sous le règne de Louis XIV. Les règles sont formalisées par l'Académie royale de peinture et de sculpture, fondée à la demande du roi par Lebrun en 1648. C'est un art officiel dont l'objet est d'exprimer la grandeur du pouvoir royal. L'art classique vise à l'intemporalité, aspire à un idéal de beauté, ce qui explique que la figuration des corps adopte des modèles issus de l'Antiquité. C'est un style plutôt monumental qui veut le triomphe de la raison sur le désordre et les passions. Clarté, harmonie, ordre, mesure sont des mots d'ordre de ce style. Son principal représentant en peinture sera Nicolas Poussin qui dit « Mon naturel me contraint à chercher et à aimer des choses bien ordonnées ». En Italie va naître le mouvement baroque. À l'origine, ce terme naît d'un mot portugais, barocco, désignant une perle fine irrégulière. Le concept désigne un art mouvementé, maniant la théâtralité, la surprise visuelle. Il est étroitement lié à la contre-réforme après le Concile de Trente en 1563, par laquelle l'Église cherche à reconquérir un pouvoir perdu et lutter contre les préceptes et la rigueur de la réforme qui se développe dans le nord de l'Europe et usurpe un peu et menace l'hégémonie catholique. Il s'agit donc de séduire le peuple par l'essence dans un objectif précis, celui de reconquérir spirituellement le fidèle en stimulant l'émotion et l'imaginaire. Ce courant va naître en Italie et s'étendre à toute l'Europe au XVIIe siècle. Il touchera tous les domaines, que ce soit en peinture, sculpture, architecture, mais aussi en musique. Nous allons trouver beaucoup d'opposition entre ces deux mouvements. D'abord dans l'inspiration. L'inspiration classique va se tourner vers l'Antiquité, qu'elle soit grecque ou romaine. Elle vise l'intemporalité, elle aspire à un idéal de beauté, ce qui explique que la figuration des corps adopte des modèles issus de l'Antiquité. Les vêtements ressemblent à des toges, des couronnes sont posées sur la tête et les personnages ont des spartiates aux pieds. Dans la peinture, cela se traduit par des paysages aux architectures antiques comme des frontons, des piliers, des colonnes. Les thèmes privilégiés sont autour de la mythologie. En revanche, du côté du baroque, la contre-réforme va privilégier la religion et impose aux artistes des thèmes précis. Ceux-ci sont traités avec excès, avec rutilance, afin d'attirer les foules. C'est un moyen de propagande afin de fidéliser les chrétiens. Le baroque permet ainsi de montrer le faste et l'importance d'un pouvoir autant politique que religieux. C'est aussi une époque qui verra une querelle apparaître entre le dessin et la peinture. Selon Charles Lebrun, la couleur était dépendante de la matière. Elle a donc un statut inférieur à celui du dessin. Le dessin est, selon l'expression connue, il segno di Dio in noi. Donc segno di Dio, disegno. Le dessin va exprimer une tradition classique et antique. Ce dessin est donc l'expression de l'idée. Il relève de l'esprit. Les couleurs sont dans la peinture semblables à des leurres, disaient les classiques. Le baroque, lui, est pictural. Il va privilégier la couleur, même dans ses excès dorure. Les couleurs sont éclatantes, contrastées. Et donc les figures vont souvent se dissoudre dans une image parfois mouvante. Les lignes d'un côté classique privilégient une certaine forme d'équilibre, de statisme. La symétrie va organiser l'espace. On peut notamment le voir dans les jardins à la française, comme à Versailles. En revanche, côté baroque, on va privilégier la courbe, le déséquilibre, le dynamisme. Il va y avoir de grands effets de mouvement, des gestes amples et emphatiques des personnages. En outrant les chairs et en faisant saillir les muscles, l'artiste va privilégier une certaine forme d'apparence et une forme d'érotisation des corps. Un des éléments essentiels liés au baroque est l'eau, qu'on va retrouver partout à Rome, notamment dans les fontaines. L'eau, à l'exemple du baroque, montre un mouvement irrégulier, continu, bruissant de vie
éclatant, lumineux, et il exprime bien l'idée même du baroque. La composition classique, elle, est close. Chaque élément est à sa place, et puis il est composé de façon très rigoureuse, avec cette symétrie dont on a parlé. En revanche, la composition ouverte est baroque, avec de grands effets de style. Effectivement, il va y avoir des trompe-l'œil, il va y avoir des extravagances. La lumière est une lumière diffuse du côté classique. En revanche, le baroque va choisir l'obscurité, la dissolution des contours, avec notamment des jeux de clair-obscur, car ici, la lumière va symboliser la lumière divine. Les figures, d'un côté, sont des figures qui cherchent une certaine forme d'exactitude anatomique, avec un respect des proportions, qu'on va appeler donc l'académisme. Le baroque, lui, va plutôt privilégier une représentation beaucoup plus libre, en outrant les chairs, en faisant saillir les muscles, au détriment de la structure des personnages, avec des grands effets de mouvement. En Italie, le baroque est dominé par des figures comme Bernini, Borromini, puis le Caravage qui est passé maître dans le travail du clair-obscur. Alors en France, Versailles est-elle considérée comme baroque ? Louis XIV aimait beaucoup ce style et avait invité Bernini à venir en France. Celui-ci avait dessiné la façade du Louvre, qui sera jugée beaucoup trop originale par Colombaire, qui était le ministre des Finances, qui lui préférera Claude Perrault, qui était le frère de Charles, célèbre pour ses contes. Bernini aura laissé quelques œuvres à Versailles, notamment un buste du roi. Cependant, on peut considérer que Versailles est un savant mélange entre ces deux styles, à la fois rigoureux dans sa conception, inspirée par la tradition classique, et baroque dans sa décoration à la fois excessive dans les couleurs et les dorures. De façon plus générale, le mot baroque est devenu un nom commun, voire un adjectif. On dit facilement que quelque chose est baroque. Toute l'histoire de l'art ne peut se résumer à cette opposition, mais de nombreuses formes artistiques témoignent de cette opposition. On pourrait comparer le baroque à une esthétique du refus d'une certaine forme d'académisme, des normes, des règles, de la tradition. Il y a une forme d'émancipation moderne dans le baroque. Et puis on va se retrouver donc cette inspiration dans beaucoup de formes d'art, et notamment dans le vêtement. On trouve une inspiration classique chez certains designers comme Dior, Saint-Laurent, Chanel, qui ont connu une renommée grâce à des créations prenant la régularité, des couleurs sobres, une symétrie, une norme qui est beaucoup plus régulée, on va dire. D'autres, au contraire, ont proposé une certaine forme d'exubérance, faisant table rase des conventions comme John Galliano, Jean-Paul Gaultier ou encore Gianni Versace. On peut encore aller plus loin avec le mouvement punk qui est émancipé par des normes qui sont au-delà de ce qui était jugé comme tout à fait classique ou normal dans le vêtement. Anticonformiste, provocateur, il va imposer, grâce à l'initiative de Vivienne Westwood, la déchirure, le décalé, voire même le déclassé. C'est un mouvement qui est resté radical par son projet qui était No Future. Être baroque ou n'être rien d'autre serait l'ultime devise du baroque qui ne cesse de se réaffirmer dans différentes formes d'art les plus hétéroclites.